L'enfance. Certains en ont un doux souvenir, mais d'autres en gardent des souvenirs douloureux. C'est l'âge de la vie où l'être humain se développe le plus, aussi bien physiquement que mentalement. L'enfant découvre le monde et il est curieux de tout. Salvete. Salve. Mais l'enfance a-t-elle toujours été la même au cours de l'histoire? Les idées et les croyances sur cet âge de la vie ont-elles varié? Quelle a été la place de l'enfant dans les différentes sociétés? Comment ont évolué les représentations et la manière de traiter les plus jeunes? Quelle est l'histoire de l'enfance? À quoi pouvait bien ressembler le quotidien des enfants dans l'Antiquité? L'archéologie apporte des réponses. Vers 1500 avant notre ère, les petits Égyptiens possédaient des poupées et de nombreux autres jouets. On a trouvé des crocodiles avec une mâchoire mobile, des balles en cuir de chèvre, et des jeux de société en pierre calcaire. Il semble donc qu'il y ait eu déjà à l'époque un monde de l'enfance. Les enfants ont toujours été différents des adultes. Ils sont plus vifs, plus spontanés. Ils appréhendent le monde différemment et ils se comportent autrement. Donc, ils utilisent d'autres objets, d'autres espaces de vie. Ils ont un autre rapport à leur environnement. C'est exactement ce que nous montrent les fouilles archéologiques à toutes les époques. Elles nous racontent la vie des enfants. Les grandes phases du développement physique et mental de l'enfant n'ont pas tellement changé au fil du temps. Le poids du nourrisson double au cours de ses 5 premiers mois. Le cerveau se développe très rapidement pour atteindre 80% des capacités du cerveau adulte dès la 4e année de vie. Entre 1 et 3 ans, le corps s'affine et les capacités motrices ne cessent de croître. L'imagination émerge, mais la distinction entre la fiction et la réalité n'est pas encore faite. Entre 3 et 7 ans, l'enfant acquiert des capacités langagières importantes. Il apprend à régler des conflits avec ses parents ou d'autres enfants. C'est l'âge des peurs, du noir, du loup ou du monstre. Entre 7 et 11 ans, le développement physique se poursuit et les dents d'adulte remplacent les dents de lait. Les compétences sociales s'améliorent considérablement. L'enfant veut tout essayer. Il suit volontiers les règles et les conseils des adultes, du moins la plupart du temps. Par la suite, tout change. L'adolescent préfère souvent faire l'exact contraire de ce qu'on lui dit. Il veut décider par lui-même. Sa croissance se poursuit et il finit souvent par dépasser ses parents en taille, si ce n'est en sagesse. C'est l'âge de la puberté. Vers 1332 avant Jésus-Christ, le célèbre pharaon Toutankhamon monte sur le trône d'Égypte, à l'âge de 9 ou 10 ans. Il est le fils d'Akhénaton. Sa mère n'est pas Néfertiti, comme on l'a longtemps cru, mais une sœur de son père, non identifiée, que les archéologues appellent la jeune dame. Toutankhamon a probablement 6 frères et sœurs ou demi-frères et sœurs. 6 enfants, c'est sans doute le cas le plus fréquent dans l'Égypte antique, surtout chez les paysans les plus pauvres. Ce chiffre n'évolue guère jusqu'à la fin de l'Antiquité. Les paysans forment le gros de la population. Ils vivent presque tous au bord du Nil, le grand fleuve nourricier de l'Égypte, dont la crue fertilise la terre. Ces fresques ornent les murs d'une tombe. Elles datent de 2400 avant Jésus-Christ. On y voit des enfants qui apportent une aide précieuse à leurs parents en accomplissant des tâches variées.
Ils chassent les oiseaux qui s'attaquent au papyrus et ils participent aux travaux des champs et à la pêche, souvent dès l'âge de 3 ans. Les Égyptiens prennent grand soin de leurs enfants. Les garçons ont le crâne rasé, avec une mèche sur le côté, dite mèche de l'enfance. Les filles ont les cheveux tressés. C'est la mère qui nomme l'enfant, juste après la naissance. Elle choisit un prénom expressif tel que « celui que le cœur attend » ou « celle qui était désirée ». L'adoption est possible. Ce document sur papyrus rapporte les paroles d'une mère adoptive. « Je les ai pris, je les ai nourris et élevés. Ils m'ont bien traité. Je n'ai pas d'autres fils et filles qu'eux. » L'adoption est sans doute le signe d'une société bien disposée envers les enfants. Les Égyptiens tiennent à avoir des enfants, des descendants qui pourront prendre soin d'eux quand ils seront âgés, mais aussi après leur décès. Ils les enterreront et leur rendront le culte dû aux morts. Les fouilles menées dans la vallée des rois ont éclairé les archéologues sur la place de l'enfant dans la société égyptienne. On a par exemple mis au jour une dinette et une figurine en terre. Le tombeau de Toutankhamon contenait des masques funéraires ainsi que 2 petites momies. Il s'agissait de ses enfants mort-nés. La société égyptienne est très hiérarchisée. L'école est réservée aux fils de fonctionnaires, de prêtres ou d'officiers. Les classes sociales supérieures ne représentent qu'1 à 5% de la population. L'instruction commence à l'âge de 5 ou 6 ans et dure généralement 10 ans. Maintenant que vous avez copié le texte, apprenez-le par cœur. Sachez-le mot pour mot. Bien, maître. Bien, maître. Les élèves apprennent la lecture, l'écriture, les mathématiques, la religion et l'astronomie. Pour écrire, ils utilisent un roseau appelé calame, un petit pot d'eau et une palette de couleurs. On a mis au jour des calames et des pots à encre égyptiens vieux de 3000 ans. On a également retrouvé des tablettes d'écoliers, corrigées par le maître. Les élèves apprenaient les hiéroglyphes et une écriture cursive simplifiée qu'on appelle l'écriture hiératique. On voit qu'à toutes les époques, les élèves font des erreurs. Il faut du temps pour apprendre à copier des textes de manière fluide et sans faute. C'est très clair sur ces tablettes d'écoliers. Sur ce point, il n'y a pas de différence entre les écoliers de l'Antiquité et ceux d'aujourd'hui. Les parents envoient leurs fils à l'école pour qu'ils deviennent scribes dans un temple ou dans l'administration royale, ce qui leur assurera un emploi et une vie à l'abri du besoin. L'enseignement est très pragmatique. Pépi. Un obélisque est construit devant une pyramide. Il fait 15 coudées de haut. La carrière est située à 2000 coudées de là. Sais-tu combien il faudra d'ouvriers pour transporter les pierres nécessaires à la construction de la carrière jusqu'au site de l'obélisque ? 70 manœuvres, je dirais. Les Égyptiens considèrent qu'après leur mort, ils continueront de vivre à travers leurs enfants, à qui ils sont très attachés. En cela, ils sont différents des Grecs. Les anciens Grecs accordent en effet peu de valeur à l'enfance, qu'ils considèrent comme un âge de l'incomplétude. Pour eux, il en va des enfants comme des bêtes et des esclaves. On ne doit garder que ceux qui sont utiles.
les philosophes eux-mêmes se montrent impitoyables. Aristote écrit ainsi: « Pour distinguer les enfants qu'il faut abandonner et ceux qu'il faut élever, il conviendra de défendre par une loi de prendre jamais soin de ceux qui naîtront difformes. » La cité de Sparte élimine ses enfants mal formés ou trop faibles. La jalousie examine chaque nouveau-né pour décider de son sort. C'est une assemblée constituée uniquement d'hommes âgés de plus de 60 ans. D'après Plutarque, qui écrit bien plus tard, les Spartiates abandonnent les enfants difformes dans un précipice situé près du mont Égète. Les archéologues n'ont pas trouvé trace d'infanticide dans la Grèce antique. Il y en avait peut-être, comme le suggèrent aussi les mythes, mais ce n'est pas confirmé par l'archéologie. Les premières traces matérielles datent en fait de l'époque romaine, et elles sont assez effrayantes. Les mythes grecs reflètent des peurs archaïques. C'est aussi le cas de plusieurs récits bibliques. Dans l'épisode du sacrifice d'Abraham, Dieu ordonne au patriarche de sacrifier son fils Isaac. Un ange viendra arrêter son geste au dernier instant. Le titan grec Chronos dévore ses enfants pour éviter qu'ils ne le détrônent. Seul son fils Zeus survivra, grâce à une ruse de sa mère. On songe aussi au massacre des innocents, relaté dans l'Évangile selon Matthieu. À l'époque de la naissance de Jésus, Hérode aurait fait tuer tous les garçons de Bethléem âgés de moins de 2 ans, car il craignait la prophétie annonçant l'avènement d'un roi des Juifs. Les jeunes Spartiates jugés dignes d'être élevés n'ont pas la vie facile. Dès l'âge de 7 ans, ils doivent quitter leurs parents pour suivre une instruction militaire. Ils vont pieds nus et endurent le froid et la faim. Ils tâtent souvent du fouet. Les filles s'entraînent à la lutte ainsi qu'au lancer du javelot et du disque. Ça étonnait toujours les observateurs de l'époque. Mais pour les garçons, l'accent était mis sur l'instruction militaire, ou du moins une formation qui leur faisait endurer la rigueur et la discipline militaire. Résultat, les Spartiates sont d'excellents athlètes, notamment aux Jeux Olympiques, et des guerriers très redoutés. Ailleurs, en Grèce, l'éducation des enfants est une affaire privée. En général, les filles ne fréquentent pas l'école. Elles restent à la maison pour aider aux tâches ménagères. Les garçons des familles aisées ont un maître d'école et un pédagogue. Ce dernier est un esclave qui leur apprend les bonnes manières et surveille leurs études. Halte! Tu dois aller d'un pas mesuré. Marche tout droit en regardant devant toi. L'enfant doit lui obéir. Arrange-moi donc ta tunique. Elle est mise de travers. Mais je... Tais-toi. Contente-toi de faire ce que je dis. Le pédagogue peut corriger son élève s'il le juge nécessaire. Mais l'esclave doit protéger son jeune maître des gestes déplacés des pédérastes. La pédérastie est en effet admise parmi l'élite grecque, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une relation uniquement sexuelle. Dans ce type de liaison, l'amant le plus âgé doit élever le jeune homme et lui apprendre ce qui est bon, beau et juste. Le jeune homme est courtisé et reçoit des cadeaux de son amant. Ces cadeaux lui font honneur, il montre sa valeur à son entourage et à la société en général. Au fil des siècles, un nouvel idéal se développe. Les jeunes Grecs doivent avoir un esprit sain dans un corps sain. À Athènes, les garçons reçoivent une éducation physique et intellectuelle qui les prépare à leur vie de citoyens. Ils pratiquent aussi bien le sport que la philosophie et la rhétorique, qui sont les fondements de la démocratie athénienne. Socrate,
l'accoucheur des âmes, et Platon, fondateur de l'Académie, sont avant tout des éducateurs, et leur pensée a considérablement influencé la notion même d'éducation. Il était courant que des souverains fassent venir des savants et des philosophes renommés à leur cour pour leur confier l'éducation de leurs enfants. Qui veut acheter mon fromage de chèvre? En 343 avant notre ère, Philippe de Macédoine confie à Aristote l'éducation de son fils, le futur Alexandre le Grand. Viens. Regarde le vaste monde. La Perse, c'est un empire qui s'étend jusqu'à l'Indus, à la limite du monde. Les textes nous disent que, par la lecture d'Homère, Aristote a éveillé chez Alexandre le désir d'imiter le célèbre Achille et de devenir un grand guerrier, un grand général, un grand conquérant. Alexandre, si tu rêves de gloire éternelle, tu dois unir les Grecs et aller nous venger des Perses. Tu deviendras aussi grand que le héros de l'Odyssée. Aristote apprend à Alexandre à observer le monde pour le comprendre. Ce qu'il fera lors de sa première rencontre avec Bucéphale, le cheval le plus célèbre de l'histoire. Non, vraiment, n'insistez pas. Je refuse d'acheter ce cheval. Il est beaucoup trop rétif. Père! Moi, je le dresserai. Quoi? Alors que mes meilleurs cavaliers n'y arrivent pas? Doudou. Tu as peur de ton ombre sur le sol, c'est ça? Tourne-toi. Regardez ce garçon. C'est mon fils. Mon enfant, cherche un royaume à ta mesure. La Macédoine n'est pas assez grande pour toi. Alexandre va conquérir un empire qui s'étendra jusqu'à l'Inde. Mais à sa mort, cet immense empire est partagé entre ses généraux. Ce sera la fin de l'époque classique. Les Romains vont succéder aux Grecs dans le bassin méditerranéen et reprendre de nombreux éléments de leur civilisation. Ils conquièrent de vastes territoires entre le 4e et le 1er siècle avant Jésus-Christ et réduisent des centaines de milliers de personnes en esclavage. Regardez la belle marchandise que j'ai là. Parmi ces esclaves, beaucoup sont envoyés à Rome, surtout ceux d'origine grecque. Et ils vont transformer peu à peu la société. Les esclaves qui venaient de l'Orient grec et qui étaient envoyés à Rome n'étaient pas tous de simples ouvriers. Beaucoup étaient très cultivés. Cela a eu une énorme influence sur le niveau d'instruction et d'éducation des Romains. Les Romains ont aussi des rites similaires à ceux des Grecs. La cérémonie de reconnaissance du nouveau-né, par exemple, est célébrée 5 ou 6 jours après la naissance d'un enfant. À cette occasion, le père reconnaît officiellement le nouveau-né, mais il peut aussi le rejeter. Le sexe de l'enfant est un facteur important. Les Romains accordent davantage de valeur à un fils qu'à une fille. Le premier sera l'héritier du père, alors que la fille coûte de l'argent, puisqu'il faut lui constituer une dot pour son mariage. Autre facteur important, la légitimité de l'enfant. Si le père a des doutes sur sa paternité, il refusera de reconnaître le nourrisson. Aujourd'hui, tu entres dans notre famille. Puisses-tu faire honneur à tes parents et être un soutien pour eux. L'enfant qui n'est pas reconnu par son père est abandonné à la lisière de la ville, voire tué. Le père n'a pas à motiver sa décision, et son acte est parfaitement légal. L'archéologie confirme la pratique de l'infanticide dans l'Empire romain. En 2010, une équipe a repris des fouilles près d'une villa romaine mise au jour en Angleterre il y a un siècle.
et elle a fait une découverte macabre. Il s'agit de 97 squelettes de nouveau-nés, probablement tués à la naissance. Il n'y a pas de traces de coups sur les squelettes. Donc, ces enfants ont sans doute été étranglés et aussitôt enterrés. Ce qui est frappant, c'est qu'ils sont tous morts juste après leur naissance, à 40 semaines de gestation. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la grande question, bien sûr. Selon une hypothèse, la villa abritait une maison close, et les petites victimes étaient les enfants non désirés des prostituées. Une femme qui ne voulait pas garder son enfant pouvait aussi l'abandonner devant un sanctuaire. N'importe qui pouvait alors le recueillir et l'élever. La plupart de ces enfants abandonnés connaissaient un triste sort. Ils devenaient esclaves ou prostituées. Dans l'Empire romain, l'instruction des enfants varie selon l'origine sociale. L'école est payante. L'enseignement primaire concerne les enfants de 7 à 11 ans. Les élèves les plus riches fréquentent ensuite le cours de grammaire, puis le cours de rhétorique. L'école commence de bonne heure et l'enseignement est fondé sur la répétition. Salvete. Salve. L'enseignant est souvent un esclave athénien qui enseigne en grec. Répétez après moi. Oida, Oida, Ouden, Ouden, Eidos. Eidos. Encore, Oida. Les cours sont dispensés 7 jours sur 7, sauf en cas de fête religieuse. Bon, veuillez écrire. On a retrouvé des inscriptions d'élèves qui maudissent leur maître. Comme leur âge, ils tonnent et frappent en plein silence. Seul l'humour permet de supporter certaines choses, peut-être. Ça peut nous rappeler nos propres années sur les bancs de l'école et ce qu'on griffonnait dans nos cahiers. Les enfants sont tous les mêmes, quelle que soit l'époque. Ils caricaturent les enseignants, ils dessinent dans la marge, ils griffonnent des commentaires, que ce soit sur des tablettes de cire ou d'autres supports. C'est une façon d'adoucir la sévérité du monde. Mais à Rome, les 2/3 des enfants sont trop pauvres pour fréquenter l'école. Les garçons commencent à travailler dès l'âge de 6 ou 7 ans chez un artisan ou un commerçant. Les filles participent aux tâches domestiques et se préparent ainsi à leur vie adulte. Elles se marient généralement entre 12 et 16 ans. Les enfants d'esclaves sont dans une situation pire encore. Ils dépendent entièrement du bon vouloir de leur maître. Le maître autorisait ou non l'esclave à avoir des enfants. Quand il l'autorisait, il décidait ensuite du sort réservé à l'enfant, de l'éducation qu'il recevait et des travaux qu'on lui confiait. Certains enfants étaient envoyés dans les mines d'argent, où les conditions de travail étaient vraiment inhumaines. D'autres sociétés font également travailler les enfants. C'est le cas de la civilisation du Hallstatt, du nom d'un site archéologique situé dans l'actuelle Autriche. Les mines de sel de Hallstatt sont exploitées depuis 7000 ans. Vers 800 avant notre ère, les Celtes utilisent de simples pics pour extraire le sel gemme. L'or blanc s'échange dans toute l'Europe. Les conditions sont très difficiles. Les galeries s'enfoncent loin dans la montagne. Des familles entières descendent sous terre. Les enfants travaillent en groupe et déjeunent sur place. Ils ne voient la lumière que quelques heures par jour. Même les nourrissons accompagnent leur mère dans les galeries. Le musée d'histoire naturelle de Vienne
possèdent de nombreux objets de la culture de Hallstatt. Le sel les a conservés à travers les siècles. Ces vestiges nous parlent des mineurs et de leurs conditions de travail. Ce bonnet en fourrure protégeait la tête d'un très jeune enfant contre le froid et la poussière il y a près de 3000 ans. Une chaussure d'enfant, taille 31 ou 32, également conservée par le sel. Et des restes de torches en sapin. On a trouvé de nombreuses torches de sapin. Pour qu'elles brûlent, il faut les tourner régulièrement. On pense que des enfants de 2 ans et demi ou 3 ans pouvaient être chargés de les tourner. En grandissant, ils pouvaient assumer d'autres tâches liées à l'approvisionnement. Ils pouvaient porter des charges lourdes, des torches, des outils ou des ustensiles. Les plus grands pouvaient évacuer les déblais. Pendant des siècles, des enfants ont travaillé dans les mines de Hallstatt, été comme hiver. La température ne dépassait pas 7 degrés. L'air était vicié et ils portaient des charges trop lourdes pour leur âge. C'est la première cervicale d'une fillette de 6 ans. Le crâne repose directement sur cette cervicale. Et là, on voit des altérations typiques d'un début d'arthrose. Cette usure prématurée est due à des travaux pénibles. Les squelettes de cette fillette et de ses parents ont été découverts il y a 150 ans. Les habitants de cette vallée encaissée forment alors l'une des communautés humaines les plus riches d'Europe, grâce au sel. Et ils communiquent avec toute l'Europe. Mais bien qu'ils soient riches, ils travaillent dans les mines dès leur plus jeune âge. Cette situation peut paraître paradoxale à nos yeux contemporains. Mais cette communauté qui vivait dans les Alpes au tout début de l'âge du fer avait-elle d'autres choix pour subvenir à ses besoins? Ce n'est qu'à la fin de l'Antiquité que les enfants bénéficient d'une forme de protection. Installé à Trèves, l'empereur Constantin interdit l'infanticide en 318. La conversion de l'empereur au christianisme l'a conduit à reconsidérer le statut des enfants. En fait, la vision de l'enfant comme un être humain à part entière est inhérente au christianisme. Songez à l'image du Sauveur sous les traits de l'enfant Jésus. Elle est tellement marquante à tous égards qu'elle conduit à accorder de la valeur à la vie dès la naissance. Et bien sûr, il est totalement interdit de tuer un autre être humain dans le christianisme. Malgré cette avancée, les enfants continuent d'avoir la vie dure. Au Moyen-Âge, ils vivent auprès de leurs parents et sont intégrés aux tâches domestiques à mesure qu'ils grandissent, surtout dans les familles pauvres. Les plus jeunes doivent s'occuper seuls. Les parents ont fort à faire pour nourrir la famille et n'ont guère de temps à leur accorder. La plupart des enfants vivaient dans des familles qui n'avaient pas d'autre revenu que celui de leur travail et qui devaient travailler très dur pour vivre. Les enfants étaient intégrés au travail des parents, que ceux-ci aient été paysans, journaliers ou artisans. Le lien entre l'enfance et la vie adulte était déterminant. Les soins prodigués aux jeunes enfants évoluent. Les nourrissons sont allaités jusqu'à l'âge de 2 ans. En plus du lait, on leur donne de l'eau avec du miel et d'autres boissons encore. Les familles qui en ont les moyens confient leur progéniture à une nourrice. Madame, permettez que je lui donne du vin. C'est le seul moyen de le calmer. Une friction à l'eau-de-vie pourrait aussi lui faire du bien. Les sages-femmes conseillent aux mères de ne pas laisser les bébés pleurer trop longtemps.
Certains croient qu'on ne concevait pas l'enfance comme un âge à part au Moyen-Âge. Mais c'est faux. Nous savons qu'il y avait des jouets et que les adultes réfléchissaient à la meilleure façon d'assurer le bien-être de l'enfant. Aussi bien les pères et les mères que les théologiens et les théoriciens. L'une des premières choses envisagées, juste après la naissance, c'était de garder le nouveau-né au chaud. On chante des berceuses. L'une des plus anciennes que nous connaissons date du XIVe siècle. Elle est encore chantée de nos jours. Viens, Joseph, que j'aime tant, viens bercer mon saint enfant. Le Seigneur nous l'a envoyé pour racheter et pour sauver la terre. Les enfants des familles les plus aisées ne dorment plus dans le lit des parents, mais dans un berceau, comme on peut le voir sur cette enluminure du XIIIe siècle. On les emmaillote comme de vraies momies. Les enfants en âge de marcher sont vêtus d'une longue robe. Les plus grands portent les mêmes habits que les adultes. L'enfant de moins de 7 ans est considéré comme un être à part entière, mais dénué de raison. C'est l'infance, littéralement celui qui ne sait pas parler. Un chroniqueur rapporte qu'en 1234, l'empereur allemand Frédéric II s'intéresse au développement de l'enfant. Il s'interroge sur la première langue de l'humanité. Est-ce l'hébreu, le latin ou le grec? Pour le savoir, il imagine une expérience cruelle sur de très jeunes enfants. Il choisit quelques orphelins et les confie à des nourrices. Celles-ci ont interdiction de leur parler et de les prendre dans les bras, même lorsqu'ils pleurent. Ces consignes ont un but. Voir si le petit homme est capable de parler, même lorsqu'il est privé d'échanges avec les adultes. Et si oui, dans quelle langue? L'expérience connaît une fin tragique. D'après Salimbene de Adam de Parme, moine franciscain qui rédige sa chronique 50 ans après les faits supposés. Tous les enfants moururent sans exception. Privés de l'attention des nourrices, de leurs caresses, sourires et câlins, ils perdirent le goût à la vie. L'anecdote est-elle authentique? Les historiens en doutent. Elle montre en tout cas que les grands du Moyen-Âge pouvaient s'intéresser à l'enfance. On se demande si l'enfant porte en lui des qualités qui ne sont pas influencées par la société ou les parents. Derrière cela, il y a une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme? Est-ce sa nature? Est-ce inné? Est-ce que ce sont les gènes ou les caractères héréditaires? Ou est-ce que cela vient de la socialisation, de la marque imprimée par son entourage? Au XIVe siècle, un savant allemand du nom de Konrad de Megenberg consacre un chapitre de son traité d'économie à l'éducation des enfants. Ce chapitre s'intitule « Jeux et exercices en plein air ». Megenberg écrit « L'enfant s'émerveille de toutes petites choses comme le fait de courir joyeusement autour de la maison. En général, il court partout, jusqu'à ce que ses membres soient gourds et qu'il ressente une fatigue dans tout son corps. Il pleure alors d'épuisement. Une bonne nourrice reconnaîtra à ce signe qu'il est temps de le coucher. » Au Moyen-Âge, l'enfance se termine vers 7 ans, à l'âge de raison. Les fils de l'aristocratie fréquentent alors une école monastique ou une école épiscopale, comme il s'en ouvre dans toute l'Europe. On leur enseigne à devenir de bons chrétiens et à porter la bonne nouvelle dans le monde. Il existe même une tradition dans le Saint-Empire qui veut qu'un jour par an,
un élève de l'école épiscopale devienne évêque à la place de l'évêque. C'est une inversion des rapports. On trouve cette idée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même appelle plusieurs fois à imiter les enfants. Un jour par an, l'évêque, empli de toute sa dignité sacrée et de tout son pouvoir, cède soudain sa place à un enfant, un être qui n'a aucun pouvoir normalement. C'est une façon de bousculer la hiérarchie sociale et de faire émerger d'autres propositions. Devenir l'évêque d'un jour. Ce jeu d'imitation fort amusant prépare aussi le garçon à exercer le pouvoir quand il sera adulte. Le véritable évêque n'a plus rien à dire. Et que dit l'Évangile selon saint Matthieu sur les petits-enfants ? Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et déclara « Je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. » Cette phrase, il faudra bien s'en souvenir. La fête de l'enfant évêque a généralement lieu à la Saint-Nicolas, au jour de l'an, ou le 28 décembre, le jour des innocents. Mais la mascarade va parfois un peu loin. Certains s'en émeuvent et crient au blasphème, notamment dans la bonne ville de Ratisbonne. Alerté, le pape juge que l'enfant évêque est un usurpateur et il interdit cette pratique. Mais un siècle plus tard, elle est encore attestée dans la ville. Manifestement, les habitants ont décidé de passer outre la décision pontificale de 1249. Les écoles monastiques et épiscopales accueillent les cadets de la noblesse, destinés à devenir membres du clergé. Les aînés, eux, apprennent le métier de chevalier. Ils quittent leurs parents dès l'âge de 7 ans pour se former auprès d'un chevalier ou à la cour en tant que page. Ils apprennent à se battre, à monter à cheval, à lire, à écrire et à se conduire en chevalier. À l'âge de 14 ans, les pages deviennent écuyers. L'écuyer est l'ordonnance du chevalier. Il se perfectionne à la chasse, au combat et dans l'art de monter à cheval. Sa formation dure assez longtemps. Il ne quitte pas le chevalier d'une semelle. Il le suit même au combat. Sa formation dure 7 années supplémentaires. Il devient chevalier à 21 ans et peut alors se battre. Les siècles suivants ne sont pas exempts de conflits. La guerre de 30 ans déchire l'Europe au XVIIe siècle. L'une de ces batailles les plus sanglantes a lieu à Lutzen, en 1632. De nombreux enfants se retrouvent au milieu des combats, y compris comme soldats. Les forces des États allemands catholiques affrontent les armées du roi protestant Gustave II Adolphe de Suède. En un seul jour, au moins 6500 personnes trouvent la mort. En 2011, 47 squelettes ont été découverts dans une fosse commune à Lutzen. L'examen de ces morts qu'on a découverts à Lutzen a révélé que le plus jeune avait entre 14 et 16 ans. Il mesurait 1,65 m et il était plutôt bien nourri, comme tous les soldats, puisqu'il pillait les fermes. Mais il souffrait de carences qui dataient de l'enfance. La guerre de 30 ans sème la destruction à travers l'Europe et chasse des milliers d'orphelins sur les routes. La famine sévit.
Les épidémies se répandent comme une traînée de poudre en raison du manque d'hygiène et de soins médicaux. D'innombrables enfants succombent à la peste noire, la diphtérie, la rubéole, la rougeole ou encore la variole. D'après les registres paroissiaux, seul un quart des enfants atteignent alors l'âge d'1 an. Dans certaines familles, aucun ne survit. La mortalité infantile élevée semble une fatalité. On entend dire que les gens n'aimaient pas leurs enfants. Mais comment vérifier une telle affirmation? Comment mesurer l'amour? On entend aussi dire qu'ils ne pleuraient pas quand ils perdaient un enfant. Mais c'est totalement faux. On a beaucoup de sources écrites qui disent l'inverse. En revanche, les gens du Moyen-Âge pensaient que la mort n'était pas la fin de tout. Et cela jouait sûrement beaucoup. Il y avait le salut de l'âme. La vie continuait. Le baptême était donc extrêmement important. La mortalité infantile est longtemps restée très élevée. Durant une bonne partie de l'histoire de l'humanité, la moitié des enfants meurent avant la puberté, le plus souvent en bas âge. La situation ne s'améliore qu'à partir du XVIIIe siècle. Mais ce mouvement a une origine plus ancienne. Ce qui a préparé cette évolution, c'est l'époque de l'humanisme, où pour la première fois, on tente de considérer les hommes dans leur singularité, en tant qu'individus qui existent par eux-mêmes, et ce, dès l'enfance. Et donc, on prend en compte les besoins des enfants, notamment sur le plan physique et médical. On reconsidère la nécessité de protéger les enfants. Des pionniers cherchent à baisser la mortalité infantile. En 1796, le médecin anglais Edward Jenner mène une expérience qui va changer la face du monde. Son sujet est le petit James Phipps, âgé de 8 ans, le fils de son jardinier. Ah, le jeune Phipps. Venez par ici. 6 semaines plus tôt, Edward Jenner lui a inoculé la vaccine, ou variole de la vache. On n'a pas le choix. Alors, est-ce que ça vous démange? Oui, monsieur. J'aimerais que ça cesse. Il faut l'accepter. James, je vais vous faire une nouvelle incision. Non! Laissez-moi! Je ne veux pas! Allez, voyons, rien qu'une fois et ce sera fini. Évidemment, c'est un scandale de notre point de vue. James Phipps est le fils d'un ouvrier journalier employé par Edward Jenner. Donc le père n'a pas tellement le choix. Le procédé est tout à fait condamnable de notre point de vue. Mais à l'époque, ça ne pose pas problème. Vous pouvez être fier. Vous rendez service à la science. Dans un second temps, Edward Jenner inocule la variole au garçon. Ne bougez pas. Sois sage. Teinture. L'expérience met la vie du garçon en danger. Mais au XVIIIe siècle, une épidémie de variole frappe l'Europe par vagues successives. La maladie fait plus de morts que la peste. Elle tue 10% des enfants en bas âge. Le garçon a de la chance. Il survit à l'expérience. Il ne tombe même pas malade. C'est l'inoculation de la vaccine qui l'a immunisé contre la variole. C'est un grand pas pour la médecine, qui va ouvrir la voie à d'autres progrès. La découverte d'Edward Jenner va révolutionner le monde. Grâce à cela, on va mettre au point des vaccins et les administrer à des populations entières pour faire reculer des maladies comme la variole, qu'on va réussir à éradiquer. Avec son vaccin, Edward Jenner va contribuer à sauver de nombreuses vies d'enfants et d'adultes. Quelques décennies plus tard, d'autres scientifiques s'intéressent aux enfants et fondent une nouvelle branche de la médecine, la pédiatrie. La mortalité infantile recule rapidement en Europe à partir du milieu du XIXe siècle. Actuellement, elle est bien inférieure à 1%.
Les philosophes s'intéressent aussi aux enfants. En 1762, Jean-Jacques Rousseau publie « Émile ou de l'éducation », un traité qui est aussitôt condamné. Son auteur doit quitter Montmorency pour se réfugier en Suisse. Partez maintenant. Le Parlement de Paris veut vous faire arrêter. Hâtez-vous. Les gendarmes seront bientôt là. Ils veulent m'arrêter parce que j'ai osé écrire la vérité, voilà tout. Ces messieurs ont l'esprit étroit, croyez-moi. Il viendra un jour où le monde comprendra l'Émile. L'Émile est paru quelques jours plus tôt. Rousseau y fustige une éducation qui enferme l'enfant dans un carcan. Émile n'aura ni bourrelet, ni panier roulant, ni chariot, ni lisière. Qu'on le mène journellement au milieu d'un pré. Là, qu'il court, qu'il s'ébatte, qu'il tombe 100 fois le jour, tant mieux. Il en apprendra plus tôt à se relever. Le bien-être de la liberté rachète beaucoup de blessures. Pour Rousseau, l'homme naît naturellement bon. Le jeune enfant doit se mouvoir librement dans la nature. Il faut que les adultes le soutiennent dans son développement au lieu de l'entraver. La thèse est révolutionnaire, mais elle est très critiquée, d'autant que Rousseau lui-même a abandonné ses 5 enfants. La thèse de Rousseau est à la base de notre conception de l'enfant. Il décrit une enfance idéale, innocente, heureuse, proche de la nature. Une enfance très différente de la vie adulte, avec son lot de responsabilités. Son ouvrage va avoir une influence particulièrement durable. Rousseau va inspirer tous les grands pédagogues européens du XXe siècle. Mais au XIXe siècle, ses idées jugées scandaleuses provoquent une sorte de réaction. Beaucoup de choses changent au XIXe siècle et la bourgeoisie se pose en autorité sur la question de l'éducation des enfants. On le voit à des choses très concrètes, comme la chambre d'enfants. Les enfants de la bourgeoisie disposent de leur propre chambre. C'est un espace douillet et bien chauffé. Dès la fin du XIXe siècle, on voit apparaître des meubles d'enfants fabriqués en série. Des chaises hautes, des petites tables et même des fauteuils à bascule. La mode enfantine se développe. Le costume de marin, la robe plissée et de nombreux autres vêtements sont fabriqués en série. Tout un tas de produits dédiés sont apparus. Il y avait des histoires du monde pour enfants, des atlas pour enfants, des cartes du monde. C'était une forme de marketing. Les enfants sont devenus des consommateurs. Une chose ne change pas. Les enfants des milieux pauvres doivent travailler. Mais à partir du XIXe siècle, l'Europe se dote de lois de plus en plus protectrices. Et le travail des enfants recule progressivement. Ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde. 150 millions d'enfants continuent de travailler aujourd'hui, soit près d'1 sur 10. L'Asie et l'Afrique sont les continents les plus touchés par le phénomène. Tous ces garçons et ces filles sont privés de leur enfance et de leur droit à s'instruire et à s'épanouir. Le travail des enfants de moins de 12 ans est limité dans l'industrie en France en 1874 et interdit en Allemagne en 1904. La France instaure des tribunaux pour enfants en 1912. L'instruction devient obligatoire en France en 1882 et en Allemagne en 1919. La France interdit les châtiments corporels à l'école en 1880. Mais cela reste longtemps théorique. L'Allemagne les interdit dans les années 1970 seulement. Que doivent apprendre les enfants pour vivre parmi leurs pairs? Cette question concerne toute la société. La génération de mai 68 remet en cause l'éducation traditionnelle, jugée trop autoritaire. Elle revendique la liberté comme principe éducatif. Les libres enfants de Summerhill
sont le nouveau modèle. Dans cette école anglaise fondée en 1921, tous les cours sont facultatifs. Et la voix d'un enfant compte autant que celle d'un adulte. Dans le sillage de mai 68, les pédagogies nouvelles imaginées avant la Première Guerre mondiale sont remises au goût du jour et revisitées. Il y a des écoles qui se réclament de la pédagogie à la mode à l'instant T et qui prétendent détenir la vérité en matière d'éducation. Dans l'histoire de l'enfance, il y a deux questions qui ne sont pas totalement dissociables. Mais je crois qu'il est bon de les distinguer et de les garder à l'esprit. C'est d'une part, quelle est la représentation que les adultes se font des enfants, et d'autre part, comment vivent vraiment les enfants. Évidemment, on a beaucoup moins d'éléments pour répondre à la deuxième question. Tous les parents du monde veulent développer le potentiel de leur enfant et l'armer pour la vie. Ils souhaitent qu'il ait la possibilité de jouer, d'apprendre et de s'épanouir. Mais est-ce que nous n'exigeons pas trop de notre enfant? Est-ce que nous n'essayons pas de le façonner à notre idée? Notre époque offre davantage de possibilités aux enfants que les époques précédentes, très probablement. Mais même si les enfants d'aujourd'hui ont une vie meilleure, on ne peut pas dire que tout était noir autrefois. Sur le plan biologique, le développement de l'enfant est inchangé depuis des millénaires. Mais la société dans laquelle il grandit a connu de profondes mutations. À l'heure actuelle, des millions d'enfants ont la possibilité d'être protégés, nourris, soignés et éduqués. Ils peuvent s'exprimer et jouer. C'est une chance formidable que beaucoup parviennent à saisir pour œuvrer ensuite à créer un monde meilleur.